Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Et ce soir, nous lirons La femme sans cœur, suite et fin. Attention, je le précise, suite et fin de la deuxième partie du roman, mais pas du roman. Il y a encore deux parties ou trois parties qui nous attendent derrière celle-ci. Donc voilà, c'est pas la fin du roman ce soir qu'on va lire, c'est la fin de la partie, je le précise. Et si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant de passer les pauses, l'introduction et ainsi de suite pour aller directement à la lecture. Et on va donc commencer par une petite introduction habituelle de 10-15 minutes où on va juste papoter entre nous de choses diverses et variées pour laisser aussi le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver. Et je commence par m'excuser parce que du coup si vous étiez à l'heure au live, vous avez vu qu'un autre live s'était lancé juste auparavant. En fait mon PC vient de planter, mon PC vient de crash. Et du coup, j'ai dû le relancer à toute vitesse. J'ai un peu relancé à l'arrache d'un seul coup. Et là, je vois par exemple que mes annonces, qui sont censées être là juste en dessous de mon visage, ne sont plus visibles. Alors, je vais essayer de régler ce problème technique en introduction très rapidement. Ah! Alors ça, c'est original. Attendez. Attendez. Ah! Problématique. Est-ce que je vais savoir régler ce problème-là en live? J'en doute. J'en doute beaucoup. Attendez, je fais juste un switch écran pause. Et hop. Ça m'embête. Ça m'embête. Je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas le pourquoi du comment ça ne fonctionne pas alors que ça a toujours fonctionné. Est-ce qu'il y a moyen de jouer avec ça? Apparemment non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu vert là, je suis un peu dégoûté. Bon bah je vais pas relancer le live encore une troisième fois. Tant pis, on fera sans les annonces pour ce live. Ça fait un peu bizarre du coup en termes de format. Là il y a un petit nuage qui se balade tout seul, c'est un peu chelou. Je vais peut-être le cacher pour ce soir du coup. Faudra pas que j'oublie de l'en mettre juste. C'est celui-là. Hop. Voilà, ça fait mieux du coup. Quoique. Oh, je vais le laisser. Bref, c'est entre peu et pas important, mais j'avoue que là, c'est un problème technique que je ne saurais résoudre sur le coup, parce que je ne sais pas d'où il vient, donc il faudrait que je me renseigne. Mais bref, ça a forcément rapport au fait que mon PC a crash, ça, je n'en doute pas une seconde. Mais je suis pas assez pro pour connaître, j'ai pas fait assez de stream pour connaître tous les bugs existants. Bref, bref, passons directement au vif du sujet parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. Tout d'abord, et c'est peut-être le truc le plus intéressant pour vous qui regardez les lives, j'avais prévenu lors du dernier live que je ferais peut-être un live, j'ai beaucoup dit live dans mes dernières phrases, mais que je ferais peut-être un live dans quelques temps pour tout simplement faire de la recherche, c'est-à-dire en profiter pour faire un live avec vous et où on se donne des suggestions de lecture à venir, on fouille un petit peu les bibliothèques internet pour essayer de trouver des auteurs que je n'aurais pas lus, des bouquins que je n'aurais pas lus et ainsi de suite. Et puis voilà, peut-être se donner envie et peut-être voir des choses que je n'aurais pas forcément été voir de par moi-même. De toute manière, je ne demande qu'à découvrir. Je suis ouvert à toute proposition. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires des vidéos comme d'habitude. Mais c'est vrai que je pense, je trouve plus le terme que je voulais employer, consacrer un live à cette recherche sera pas mal. Comme ça, je me ferai une grande liste de plein d'œuvres qui me donnent envie plus ou moins.
Je pense que je les noterai de 1 à 5. J'avais déjà fait une petite liste où je notais de 1 à 5 des œuvres que je voulais faire. Mais dorénavant, on les a déjà fait quasiment tous. Enfin, toutes en live. Donc c'est pour ça que je remanque. Et c'est pour ça qu'on va essayer de refaire une liste bien plus conséquente. J'aimerais vraiment... Je dis n'importe quoi, mais si par exemple on pouvait avoir, je sais pas, entre 30 et 100 œuvres, soyons fous, d'avance, ou pas d'avance, mais entre guillemets, dans une liste de souhaits, dans un nuage comme ça, où on pourrait piocher une fois de temps en temps une œuvre, ça serait pas mal. Donc voilà, je vais consacrer soon un live sur ce point. Et vraisemblablement, j'en ai discuté un petit peu sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, avec certaines personnes qui suivent les lives. Et je pense qu'on va faire ça du coup un mardi à 21 h, c'est-à-dire à la place d'un live de lecture. Mais ce sera pas vraiment à la place d'un live de lecture, puisque j'ai envie de continuer la peau de chagrin de manière fluide et continue. Donc ça sera le liant entre la lecture de la peau de chagrin et la lecture suivante que je ne connais pas encore. Mais voilà, ça sera un petit peu le live qui nous servira de pause entre deux lectures. Vous savez qu'en général, j'aime bien faire une pause entre deux lectures. Bah voilà, ça s'y prête très bien. D'ailleurs, en parlant de pause dans les lives, là ça fait quelques temps que je suis très régulier et que je fais bien mes 2 lives de lecture par semaine, mon live de découverte et ainsi de suite. Mais ça va être bientôt compromis. Je suis en train de me tâter. Je pense que la semaine à venir devrait être encore sans interruption. Mais je pense que la semaine du lundi 27 au dimanche 2, il y a sûrement des lives qui vont sauter. Je ne sais pas encore exactement quand, je ne sais pas encore si ça sera vraiment cette semaine-là, mais il y a de grandes chances. En tout cas, je vous tiens au courant un petit peu en amont, comme ça vous êtes prévenus. Vous saurez pourquoi vous ne verrez pas peut-être la suite de la peau de chagrin arriver. C'est juste qu'il y aura certainement un live qui aura sauté dans ces environs-là. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire par rapport au live. Et en fait, j'ai envie de poursuivre directement avec la lecture limite parce que là, tout ce que je pourrais vous dire en introduction serait un petit peu répétitif de ce que je vous dis d'habitude. Grosso modo, je travaille toujours sur les mêmes choses. Je travaille toujours le chant et la guitare à la fois pour essayer de vous faire des mini-concerts. Je travaille toujours mes illustrations de tuiles de personnages pour mon jeu de société sur l'eau. Je travaille toujours pour essayer de trouver la partie batterie qui me plaît le plus. D'ailleurs, je pense que je touche au bout parce que, à force de le faire tous les jours, je commence à affiner ce que j'aime et ce que je n'aime pas. En fait, à chaque fois, tous les jours, je fais des variations et de l'improvisation sur le morceau que je veux enregistrer à la batterie. Et au fur et à mesure des jours, il y a une sorte d'écrémage naturel où des idées disparaissent et des idées persistent. Donc au final, les idées qui persistent, c'est celles que je préfère jouer et c'est celles que je veux garder dans le morceau final. Donc voilà, ça se travaille au fur et à mesure, pas à pas, jour après jour. Mais je pense que je tends de plus en plus à la version définitive de la partie batterie pour mon morceau Listen. Donc je devrais bientôt l'enregistrer et j'aurai donc la démo complète pour cette chanson pour mon album. Voilà walou. Voilà, je fais un check-up très rapide de tous mes projets dont je vous parle fréquemment. Et on va pouvoir passer à la lecture sans plus attendre, chers amis. En plus, je dois vous l'avouer, après ce live, je suis attendu pour faire la dernière fable de Sea of Thieves, donc la dernière partie de campagne pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et je suis assez impatient, donc jetons-nous dans la lecture sans plus attendre. Et du coup, comme d'habitude sur ces lives sur la peau de chagrin, vous le savez, il n'y a pas de chapitre et les parties sont très longues. En plus, actuellement, on est dans un long monologue de Raphaël, donc je suis un peu obligé de faire des coupes bâtardes, je suis un petit peu obligé de faire des coupes à des endroits totalement pas adaptés, mais bon, j'essaie de faire le mieux possible malgré tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour faire bien le lien entre le live passé et le live de ce soir, je vais reprendre quelques paragraphes plus tôt pour que voilà, les wagons se rattachent facilement. Et donc, pour vous resituer un petit peu le contexte, nous en étions au moment où Raphaël, du coup, relatait sa vie passée.
Et dans cette vie passée, il racontait donc son expérience avec une femme, Fedora, et aussi son ami Rastignac. Et là, du coup, on était justement à un moment où Raphaël s'est caché dans la chambre de Fedora derrière les rideaux. Oui, complètement creepy. Et il entend donc son ami Rastignac discuter avec Fedora de lui. Et d'ailleurs, il discute aussi avec un autre courtisan de Fedora. Parce que Raphaël est fou amoureux de Fedora. Donc ça promet des situations étranges, mais intéressantes. J'ai hâte de voir la suite. Et je pense avoir donné assez d'éléments pour que vous puissiez rattacher les wagons. Donc on va se lancer sans plus attendre. Bonsoir, je suis un bol. Merci d'être là ce soir parmi nous. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Et il n'y a pas de souci, je t'accueillerai dès que tu reviendras dans quelques moments. Bon, par contre, je risque d'être en lecture, donc je risque de pas te reparler en fait, désolé. Mais ne le prends pas mal, c'est juste que lors de la lecture, je le rappelle, je ne m'interromps pas pour que la lecture soit au maximum fluide et compréhensible. Voilà, voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. On est parti pour une quinzaine de pages à lire, un petit peu plus peut-être. Donc je pense qu'on en a pour au moins 30 minutes de lecture. Et puis je vous souhaite à tous la bonne santé. Installez-vous, prenez à boire, à manger, mettez-vous bien. Santé. Peut-être vaquez-vous à vos occupations diverses, peut-être une petite partie de jeu vidéo, peut-être du dessin, peut-être du ménage, peut-être les transports. Peu importe ce que vous êtes en train de faire. J'espère que la lecture vous plaira. Et je vous retrouve donc pour la pause de tout à l'heure. Bonne écoute à tous, bonne écoute ceux sur le live. Bonne écoute, je suis un bol. Bonne écoute également à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Je retrouve juste le moment où je voulais reprendre. Voilà. Parce que pareil, il n'y a aucun alinéa, aucun retour à la ligne. C'est vraiment un monologue en un bloc de vingtaine, trentaine, cinquantaine de pages. Bref. À tout à l'heure. Un des plus fervents admirateurs de Fedora. Non, je vais pas reprendre comme ça. Pardon, désolé. Je vais reprendre en disant ce truc un petit peu bateau qui est un petit peu bizarre, mais c'est juste que ça me permet de faire des parties plus facilement à la rediffusion. Donc je reprends. Bonne écoute à tous. La femme sans cœur, suite. Un des plus fervents admirateurs de Fedora, jeune homme dont l'impertinence était célèbre, et qui s'en faisait même un moyen de parvenir, releva le gant si dédaigneusement jeté par Rastignac. Il se mit, en parlant de moi, à vanter outre mesure mes talents et ma personne. Rastignac avait oublié ce genre de médisance. Cet éloge sardonique trompa la comtesse qui m'immola sans pitié. Pour amuser ses amis, elle abusa de mes secrets, de mes prétentions et de mes espérances. Il a de l'avenir, dit Rastignac. Peut-être sera-t-il un jour homme à prendre de cruelles revanches. Ses talents égalent au moins son courage. Aussi regardai-je comme bien hardi ceux qui s'attaquent à lui, car il a de la mémoire. Effet des mémoires, dit la comtesse, à qui parut déplaire le profond silence qui régna. Des mémoires de fausse comtesse, madame, répliqua Rastignac. Pour les écrire, il faut avoir une autre sorte de courage. Je lui crois beaucoup de courage, reprit-elle. Il m'est fidèle. Il me prit une vive tentation de me montrer soudain aux rieurs comme l'ombre de Banquo dans Macbeth. Je perdais une maîtresse, mais j'avais un ami. Cependant, l'amour me souffla tout à coup un de ces lâches et subtils paradoxes avec lesquels il sait endormir toutes nos douleurs. Si Fedora m'aime, pensai-je, ne doit-elle pas dissimuler son affection sous une plaisanterie malicieuse? Combien de fois le cœur n'a-t-il pas démenti les mensonges de la bouche? Enfin, bientôt mon impertinent rival restait seul avec la comtesse, voulut partir. Eh, quoi, déjà? Lui dit-elle avec un son de voix plein de câlinerie et qui me fit palpiter. Ne me donnerez-vous pas encore un moment? N'avez-vous donc plus rien à me dire, et ne me sacrifierez-vous point quelques-uns de vos plaisirs? Il s'en alla. Ah, s'écria-t-elle en bâillant, ils sont tous bien ennuyeux. Et tirant avec force un cordon, le bruit d'une sonnette retentit dans les appartements. La comtesse rentra dans sa chambre en fredonnant une phrase du Pria Cespunti. Jamais personne ne l'avait entendu chanter, et ce mutisme donnait lieu à de bizarres interprétations.
Elle avait, dit-on, promis à son premier amant, charmé de ses talents et jaloux d'elle par-delà le tombeau, de ne donner à personne un bonheur qu'il voulait avoir goûté seul. Je tendis les forces de mon âme pour aspirer les sons. De note en note, la voix s'éleva, Fédora sembla s'animer, les richesses de son gosier se déployèrent, et cette mélodie prit alors quelque chose de divin. La comtesse avait dans l'organe une clarté vive, une justesse de ton, je ne sais quoi d'harmonique et de vibrant, qui pénétrait, remuait et chatouillait le cœur. Les musiciennes sont presque toujours amoureuses. Celle qui chantait ainsi devait savoir bien aimer. La beauté de cette voix fut donc un mystère de plus dans une femme déjà si mystérieuse. Je la voyais alors comme je te vois. Elle paraissait s'écouter elle-même et ressentir une volupté qui lui fut particulière. Elle éprouvait comme une jouissance d'amour. Elle vint devant la cheminée en achevant le principal motif de ce rondeau, mais quand elle se tut, sa physionomie changea, ses traits se décomposèrent, et sa figure exprima la fatigue. Elle venait d'ôter un masque. Actrice, son rôle était fini. Cependant, l'espèce de flétrissure imprimée à sa beauté par son travail d'artiste ou par la lassitude de la soirée n'était pas sans charme. La voilà vraie, me dis-je. Elle mit, comme pour se chauffer, un pied sur la barre de bronze qui surmontait le garde-cendre, ôta ses gants, détacha ses bracelets, et enleva par-dessus sa tête une chaîne d'or au bout de laquelle était suspendue sa cassolette ornée de pierres précieuses. J'éprouvais un plaisir indicible à voir ces mouvements empreints de la gentillesse dont les chattes font preuve en se toilettant au soleil. Elle se regarda dans la glace et dit tout haut, d'un air de mauvaise humeur. Je n'étais pas jolie ce soir, mon teint se fane avec une effrayante rapidité. Je devrais peut-être me coucher plus tôt, renoncer à cette vie dissipée. Mais Justine se moque-t-elle de moi? Elle sonna de nouveau, la femme de chambre accourut. Où logeait-elle? Je ne sais. Elle arriva par un escalier dérobé, j'étais curieux de l'examiner. Mon imagination de poète avait souvent incriminé cette invisible servante, grande fille brune, bien faite. Madame a sonné? 2 fois, répondit Fédora. Vas-tu donc maintenant devenir sourde? J'étais à faire le lait d'amande de madame. Justine s'agenouilla, défit les cothurnes des souliers, déchaussa sa maîtresse qui, nonchalamment étendue sur un fauteuil à ressort au coin du feu, bâillait en se grattant la tête. Il n'y avait rien que de très naturel dans tous ces mouvements, et nul symptôme ne me révéla ni les souffrances secrètes, ni les passions que j'avais supposées. Georges est amoureux, dit-elle. Je le renverrai. N'a-t-il pas encore défait les rideaux ce soir? À quoi pense-t-il? À cette observation, tout mon sang reflua vers mon cœur, mais il ne fut plus question des rideaux. L'existence est bien vide, reprit la comtesse. Ah ça, prends garde de m'égratigner comme hier. Tiens, vois-tu, dit-elle en lui montrant un petit genou satiné, je porte encore la marque de tes griffes. Elle mit ses pieds nus dans des pantoufles de velours fourrés de cygne et détacha sa robe pendant que Justine prit un peigne pour lui arranger les cheveux. Il faut vous marier, madame, avoir des enfants. Des enfants! Il ne manquerait plus que cela pour m'achever, s'écria-t-elle. Un mari? Quel est l'homme auquel je pourrais me... Étais-je bien coiffée ce soir? Mais pas très bien. Tu es une sotte. Rien ne vous va plus mal que de trop crêper vos cheveux, reprit Justine. Les grosses boucles bien lisses vous sont plus avantageuses. Vraiment? Mais oui, madame, les cheveux crêpés clairs ne vont bien qu'aux blondes. Me marier, non, non. Le mariage est un trafic pour lequel je ne suis pas né. Quelle épouvantable scène pour un amant. Cette femme solitaire, sans parents, sans amis, athée en amour, ne croyant à aucun sentiment. Et quelque faible que fût en elle ce besoin d'épanchement cordial, naturel à toute créature humaine, réduite pour le satisfaire à causer avec sa femme de chambre, à dire des phrases sèches ou des riens. J'en eus pitié. Justine la délaça. Je la contemplai curieusement au moment où le dernier voile s'enleva. Elle avait un corsage de vierge qui m'éblouit. À travers sa chemise, et à la lueur des bougies, son corps blanc et rose étincela comme une statue d'argent qui brille sous son enveloppe de gaz. Non, nulle imperfection ne devait lui faire redouter les yeux furtifs de l'amour. Hélas, un beau corps triomphera toujours des résolutions les plus martiales. La maîtresse s'assit devant le feu, muette et pensive, pendant que la femme de chambre allumait la bougie de la lampe d'albâtre suspendue devant le lit. Justine alla chercher une bassinoire, prépara le lit, aida sa maîtresse à se coucher. Puis, après un temps assez long employé par de minutieux services qui accusaient la profonde vénération de Fédora pour elle-même, cette fille partit.
La comtesse se retourna plusieurs fois, elle était agitée, elle soupirait. Ses lèvres laissaient échapper un léger bruit perceptible à l'ouïe et qui indiquait des mouvements d'impatience. Elle avança la main vers la table, y prit une fiole, versa dans son lait avant de le boire quelques gouttes d'une liqueur brune. Enfin, après quelques soupirs pénibles, elle s'écria. « Mon Dieu !» Cette exclamation, et surtout l'accent qu'elle y mit, me brisa le cœur. Insensiblement, elle resta sans mouvement. J'eus peur, mais bientôt j'entendis retentir la respiration égale et forte d'une personne endormie. J'écartai la soie criarde des rideaux, quittai ma position et vins me placer au pied de son lit en la regardant avec un sentiment indéfinissable. Elle était ravissante ainsi. Elle avait la tête sous le bras comme un enfant. Son tranquille et joli visage enveloppé de dentelle exprimait une suavité qui m'enflamma. Présumant trop de moi-même, je n'avais pas compris mon supplice. Être si près et si loin d'elle. Je fus obligé de subir toutes les tortures que je m'étais préparées. Mon Dieu, ce lambeau d'une pensée inconnue que je devais remporter pour toute lumière avait tout à coup changé mes idées sur Fédora. Ce mot insignifiant ou profond, sans substance ou plein de réalité, pouvait s'interpréter également par le bonheur ou par la souffrance, par une douleur de corps ou par des peines. Était-ce imprécation ou prière, souvenir ou avenir, regret ou crainte? Il y avait toute une vie dans cette parole, vie d'indigence ou de richesse. Il y tenait même un crime. L'énigme cachée dans ce beau semblant de femme renaissée, Fédora pouvait être expliquée de tant de manières qu'elle devenait inexplicable. Les fantaisies du souffle qui passait entre ses dents, tantôt faibles, tantôt accentuées, graves ou légers, formaient une sorte de langage auquel j'attachais des pensées et des sentiments. Je rêvais avec elle. J'espérais m'initier à ses secrets en pénétrant dans son sommeil. Je flottais entre 1000 partis contraires, entre 1000 jugements. À voir ce beau visage, calme et pur, il me fut impossible de refuser un cœur à cette femme. Je résolus de faire encore une tentative. En lui racontant ma vie, mon amour, mes sacrifices, peut-être pourrais-je réveiller en elle la pitié, lui arracher une larme, à elle qui ne pleurait jamais. J'avais placé toutes mes espérances dans cette dernière épreuve, quand le tapage de la rue m'annonça le jour. Il y eut un moment où je me représentais Fédora se réveillant dans mes bras. Je pouvais me mettre tout doucement à ses côtés, m'y glisser et l'étreindre. Cette idée me tyrannisa si cruellement que, voulant y résister, je me sauvai dans le salon sans prendre aucune précaution pour éviter le bruit. Mais j'arrivai heureusement à une porte dérobée qui donnait sur un petit escalier. Ainsi que je le présumais, la clé se trouvait à la serrure. Je tirai la porte avec force. Je descendis hardiment dans la cour et, sans regarder si j'étais vu, je sautai vers la rue en 3 bonds. 2 jours après, un auteur devait lire une comédie chez la comtesse. J'y allai dans l'intention de rester le dernier, pour lui présenter une requête assez singulière. Je voulais la prier de m'accorder la soirée du lendemain, et de me la consacrer tout entière, en faisant fermer sa porte. Quand je me trouvai seul avec elle, le cœur me faillit. Chaque battement de la pendule m'épouvantait. Il était minuit moins quart. Si je ne lui parle pas, me dis-je, il faut me briser le crâne sur l'angle de la cheminée. Je m'accordai 3 minutes de délai. Les 3 minutes se passèrent. Je ne me brisai pas le crâne sur le marbre. Mon cœur s'était alourdi comme une éponge dans l'eau. « Vous êtes extrêmement aimable, me dit-elle. « Ah, madame, répondis-je, si vous pouviez me comprendre. »« Qu'avez-vous » reprit-elle. « Vous pâlissez. J'hésite à réclamer de vous une grâce. » Elle m'encouragea par un geste, et je lui demandai le rendez-vous. « Volontiers, dit-elle, mais pourquoi ne me parleriez-vous pas en ce moment ? Pour ne pas vous tromper, je dois vous montrer l'étendue de votre engagement. Je désire passer cette soirée près de vous, comme si nous étions frères et sœurs. Soyez sans crainte, je connais vos antipathies. Vous avez pu m'apprécier assez pour être certaine que je ne veux rien de vous qui puisse vous déplaire. D'ailleurs, les audacieux ne procèdent pas ainsi. Vous m'avez témoigné de l'amitié, vous êtes bonne, pleine d'indulgence. Eh bien, sachez que je dois vous dire adieu demain. Ne vous rétractez pas, m'écriai-je en la voyant près de parler, et je disparus. En mai dernier, vers 8 heures du soir, je me trouvai seul avec Fédora, dans son boudoir gothique. Je ne tremblais pas alors, j'étais sûr d'être heureux. Ma maîtresse devait m'appartenir, ou je me réfugiais dans les bras de la mort. J'avais condamné mon lâche amour. Un homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse. Vêtu d'une robe de cachemire bleu,
La comtesse était étendue sur un divan, les pieds sur un coussin. Un béret oriental, coiffure que les peintres attribuent aux premiers Hébreux, avait ajouté je ne sais quel piquant attrait d'étrangeté à ses séductions. Sa figure était empreinte d'un charme fugitif, qui semblait prouver que nous sommes à chaque instant des êtres nouveaux, uniques, sans aucune similitude avec le nous de l'avenir et le nous du passé. Je ne l'avais jamais vue aussi éclatante. « Savez-vous, dit-elle en riant, que vous avez piqué ma curiosité ?»« Je ne la tromperai pas, répondis-je froidement en m'asseyant près d'elle et lui prenant une main qu'elle m'abandonna. Vous avez une bien belle voix. Vous ne m'avez jamais entendu, s'écria-t-elle en laissant échapper un mouvement de surprise. Je vous prouverai le contraire quand cela sera nécessaire. Votre chant délicieux serait-il donc encore un mystère? Rassurez-vous, je ne veux pas le pénétrer. Nous restâmes environ 1 heure à causer familièrement. Si je pris le ton, les manières et les gestes d'un homme auquel Fédora ne devait rien refuser, j'eus aussi tout le respect d'un amant. En jouant ainsi, j'obtins la faveur de lui baiser la main. Elle se déganta par un mouvement mignon, et j'étais alors si voluptueusement enfoncé dans l'illusion à laquelle j'essayais de croire que mon âme se fondit et s'épancha dans ce baiser. Fédora se laissa flatter, caresser avec un incroyable abandon. Mais ne m'accuse pas de niaiserie. Si j'avais voulu faire un pas de plus au-delà de cette câlinerie fraternelle, j'eusse senti les griffes de la chatte. Nous restâmes 10 minutes environ, plongés dans un profond silence. Je l'admirais, lui prêtant des charmes auxquels elle mentait. En ce moment, elle était à moi seul. Je possédais cette ravissante créature, comme il était permis de la posséder, intuitivement. Je l'enveloppais dans mon désir, la tins, la serrai. Mon imagination l'épousa. Je vainquis alors la comtesse de la puissance d'une fascination magnétique. Aussi, ai-je toujours regretté de ne pas m'être entièrement soumis cette femme, mais en ce moment, je n'en voulais pas à son corps, je souhaitais une âme, une vie, ce bonheur idéal et complet, beau rêve auquel nous ne croyons pas longtemps. « Madame, lui dis-je enfin, sentant que la dernière heure de mon ivresse était arrivée, écoutez-moi. Je vous aime, vous le savez, je vous l'ai dit 1000 fois, vous auriez dû m'entendre. Ne voulant devoir votre amour ni à des grâces de fat, ni à des flatteries ou à des importunités de niais, je n'ai pas été compris. Combien de maux n'ai-je pas souffert pour vous, et dont cependant vous êtes innocente? Mais dans quelques moments vous me jugerez. Il y a 2 misères, madame, celle qui va par les rues effrontément en haillons, qui, sans le savoir, recommence Diogène, se nourrissant de peu, réduisant la vie au simple. Heureuse plus que la richesse peut-être, insouciante du moins, elle prend le monde là où les puissants n'en veulent plus. Puis la misère du luxe, une misère espagnole, qui cache la mendicité sous un titre. Fière, emplumée, cette misère en gilet blanc, en gants jaunes, a des carrosses, et perd une fortune faute d'un centime. L'une est la misère du peuple, l'autre celle des escrocs, des rois et des gens de talent. Je ne suis ni peuple, ni roi, ni escroc. Peut-être n'ai-je pas de talent. Je suis une exception. Mon nom m'ordonne de mourir plutôt que de mendier. Rassurez-vous, madame, je suis riche aujourd'hui. Je possède de la terre tout ce qu'il m'en faut, lui dis-je en voyant sa physionomie prendre la froide expression qui se peint dans nos traits quand nous sommes surpris par des quêteuses de bonne compagnie. Vous souvenez-vous du jour où vous avez voulu venir au gymnase sans moi, croyant que je ne m'y trouverais point? Elle fit un signe de tête affirmatif. J'avais employé mon dernier écu pour aller vous y voir. Vous rappelez-vous la promenade que nous fîmes au jardin des plantes? Votre voiture me coûta toute ma fortune. Je lui racontai mes sacrifices, je lui peignis ma vie, non pas comme je te la raconte aujourd'hui, dans l'ivresse du vin, mais dans la noble ivresse du cœur. Ma passion déborda par des mots flamboyants, par des traits de sentiments oubliés depuis et que ni l'art ni le souvenir ne sauraient reproduire. Ce ne fut pas la narration sans chaleur d'un amour détesté. Mon amour dans sa force et dans la beauté de son espérance m'inspira ces paroles qui projettent toute une vie en répétant les cris d'une âme déchirée. Mon accent fut celui des dernières prières faites par un mourant sur le champ de bataille. Elle pleura. Je m'arrêtai. Grand Dieu, ces larmes étaient le fruit de cette émotion factice achetée 100 sous à la porte d'un théâtre. J'avais eu le succès d'un bon acteur. Si j'avais su, dit-elle. N'achevez pas, m'écriai-je. Je vous aime encore assez en ce moment pour vous tuer. Elle voulut saisir le cordon de la sonnette. J'éclatai de rire. N'appelez pas, repris-je. Je vous laisserai paisiblement achever votre vie. Ce serait mal entendre la haine que de vous tuer.
Ne craignez aucune violence, j'ai passé toute une nuit au pied de votre lit sans... Monsieur, dit-elle en rougissant, mais après ce premier mouvement donné à la pudeur que doit posséder toute femme, même la plus insensible, elle me jeta un regard méprisant et me dit « Vous avez dû avoir bien froid. » « Croyez-vous, madame, que votre beauté me soit si précieuse ?» lui répondis-je en devinant les pensées qui l'agitaient. « Votre figure est pour moi la promesse d'une âme plus belle encore que vous n'êtes belle. Et, madame, les hommes qui ne voient que la femme dans une femme peuvent acheter tous les soirs des odalisques dignes du sérail et se rendre heureux à bas prix. Mais j'étais ambitieux. Je voulais vivre cœur à cœur avec vous qui n'avez pas de cœur. Je le sais maintenant. Si vous deviez être à un homme, je l'assassinerais. Mais non, vous l'aimeriez, et sa mort vous ferait peut-être de la peine. Combien je souffre, m'écriai-je. Si cette promesse peut vous consoler, dit-elle en riant, je puis vous assurer que je n'appartiendrai à personne. Eh bien, repris-je en l'interrompant, vous insultez à Dieu même, et vous en serez puni. Un jour, couché sur un divan, ne pouvant supporter ni le bruit ni la lumière, condamné à vivre dans une sorte de tombe, vous souffrirez des maux inouïs. Quand vous chercherez la cause de ces lentes et vengeresses douleurs, souvenez-vous alors des malheurs que vous avez si largement jetés sur votre passage. Ayant semé partout des imprécations, vous trouverez la haine au retour. Nous sommes les propres juges, les bourreaux d'une justice qui règne ici-bas et marche au-dessus de celle des hommes, au-dessous de celle de Dieu. Ah, dit-elle en riant, je suis sans doute bien criminelle de ne pas vous aimer. Est-ce ma faute? Non, je ne vous aime pas. Vous êtes un homme, cela suffit. Je me trouve heureuse d'être seule. Pourquoi changerais-je ma vie? Égoïste si vous voulez, contre les caprices d'un maître? Le mariage est un sacrement en vertu duquel nous ne nous communiquons que des chagrins. D'ailleurs, les enfants m'ennuient. Ne vous ai-je pas loyalement prévenu de mon caractère? Pourquoi ne vous êtes-vous pas contenté de mon amitié? Je voudrais pouvoir consoler les peines que je vous ai causées en ne devinant pas le compte de vos petits écus. J'apprécie l'étendue de vos sacrifices. Mais l'amour peut seul payer votre dévouement, vos délicatesses, et je vous aime si peu que cette scène m'affecte désagréablement. Je sens combien je suis ridicule, pardonnez-moi, lui dis-je avec douceur sans pouvoir retenir mes larmes. Je vous aime assez, repris-je, pour écouter avec délice les cruelles paroles que vous prononcez. Oh, je voudrais pouvoir signer mon amour de tout mon sang. Tous les hommes nous disent plus ou moins bien ces phrases classiques, reprit-elle en riant, mais il paraît qu'il est très difficile de mourir à nos pieds, car je rencontre de ces morts-là partout. Il est minuit, permettez-moi de me coucher. Et dans 2 heures vous vous écrierez « Mon Dieu », lui dis-je. Avant-hier. Oui, dit-elle en riant. Je pensais à mon agent de change. J'avais oublié de lui faire convertir mes rentes de 5 en 3, et dans la journée le 3 avait baissé. Je la contemplai d'un œil étincelant de rage. Ah, quelquefois un crime doit être tout un poème, je l'ai compris. Familiarisée sans doute avec les déclarations les plus passionnées, elle avait déjà oublié mes larmes et mes paroles. « Épouseriez-vous un pair de France » lui demandai-je froidement. « Peut-être, s'il était duc. » Je pris mon chapeau, je la saluai. « Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à la porte de mon appartement, » dit-elle en mettant une ironie perçante dans son geste, dans la pose de sa tête et dans son accent. « Madame, monsieur ?» « Je ne vous verrai plus. Je l'espère, » répondit-elle en inclinant la tête avec une impertinente expression. « Vous voulez être duchesse, » repris-je animé par une sorte de frénésie que son geste alluma dans mon cœur. « Vous êtes folle de titre et d'honneur. Eh bien, laissez-vous seulement aimer par moi. Dites à ma plume de ne parler, à ma voix de ne retentir que pour vous. Soyez le principe secret de ma vie, soyez mon étoile. Puis ne m'acceptez pour époux que ministre, pair de France, duc. Je me ferai tout ce que vous voudrez que je sois. » Vous avez, dit-elle en souriant, assez bien employé votre temps chez l'avoué. Vos plaidoyers ont de la chaleur. Tu as le présent, m'écriai-je, et moi l'avenir. Je ne perds qu'une femme et tu perds un nom, une famille. Le temps est gros de ma vengeance. Il t'apportera la laideur et une mort solitaire. À moi la gloire. Merci de la péroraison, dit-elle en retenant un bâillement et témoignant par son attitude le désir de ne plus me voir. Ce mot m'imposa silence. Je lui jetai ma haine dans un regard et je m'enfuis. Il fallait oublier Fédora, me guérir de ma folie, reprendre ma studieuse solitude ou mourir. Je m'imposai donc des travaux exorbitants, je voulus achever mes ouvrages. Pendant 15 jours, je ne sortis pas de ma mansarde et consumai toutes mes nuits en de pâles études.
Malgré mon courage et les inspirations de mon désespoir, je travaillais difficilement et par saccades. La muse avait fui. Je ne pouvais chasser le fantôme brillant et moqueur de Fedora. Chacune de mes pensées couvait une autre pensée maladive, je ne sais quel désir, terrible comme un remords. J'imitais les anachorètes de la Thébaïde. Sans prier comme eux je vivais dans un désert, creusant mon âme au lieu de creuser des rochers. Je me serais au besoin serré les reins avec une ceinture armée de pointes pour dompter la douleur morale par la douleur physique. Un soir, Pauline pénétra dans ma chambre. « Vous vous tuez, me dit-elle d'une voix suppliante. Vous devriez sortir, aller voir vos amis. Ah, Pauline, votre prédiction était vraie. Fedora me tue, je veux mourir. La vie m'est insupportable. Il n'y a donc qu'une femme dans le monde, dit-elle en souriant. Pourquoi mettez-vous des peines infinies dans une vie si courte? Je regardai Pauline avec stupeur. Elle me laissa seule. Je ne m'étais pas aperçu de sa retraite. J'avais entendu sa voix sans comprendre le sens de ses paroles. Bientôt je fus obligé de porter le manuscrit de mes mémoires à mon entrepreneur de littérature. Préoccupé par ma passion, j'ignorais comment j'avais pu vivre sans argent. Je savais seulement que les 450 francs qui m'étaient dus suffiraient à payer mes dettes. J'allais donc chercher mon salaire, et je rencontrai Rastignac qui me trouva changé, maigri. « De quel hôpital sors-tu » me dit-il. « Cette femme me tue, répondis-je. Je ne puis ni la mépriser ni l'oublier. »« Il vaut mieux la tuer, tu n'y songeras peut-être plus, » s'écria-t-il en riant. « J'y ai bien pensé, répondis-je. Mais si parfois je rafraîchis mon âme par l'idée d'un crime, viol ou assassinat, et les deux ensemble, je me trouve incapable de le commettre en réalité. La comtesse est un admirable monstre qui demanderait grâce, et n'est pas Othello qui veut. Elle est comme toutes les femmes que nous ne pouvons avoir, dit Rastignac en m'interrompant. Je suis fou, m'écriai-je. Je sens la folie rugir par moments dans mon cerveau. Mes idées sont comme des fantômes, elles dansent devant moi sans que je puisse les saisir. Je préfère la mort à cette vie. Aussi cherchais-je avec conscience le meilleur moyen de terminer cette lutte. Il ne s'agit plus de la Fedora vivante, de la Fedora du faubourg Saint-Honoré, mais de ma Fedora, de celle qui est là, dis-je en me frappant le front. Que penses-tu de l'opium? Bah, des souffrances atroces, répondit Rastignac. L'asphyxie? Canaille. La Seine? Les filets et la morgue sont bien sales. Un coup de pistolet? Et si tu te manques, tu restes défiguré. Écoute, reprit-il. J'ai comme tous les jeunes gens médité sur les suicides. Qui de nous à 30 ans ne s'est pas tué 2 ou 3 fois? Je n'ai rien trouvé de mieux que d'user l'existence par le plaisir. Plonge-toi dans une dissolution profonde. Ta passion ou toi vous y périrez. L'intempérance, mon cher, est la reine de toutes les morts. Ne commande-t-elle pas à l'apoplexie foudroyante? L'apoplexie est un coup de pistolet qui ne nous manque point. Les orgies nous prodiguent tous les plaisirs physiques. N'est-ce pas l'opium en petite monnaie? En nous forçant de boire à outrance, la débauche porte de mortels défis au vin. Le tonneau de Malvoisie du duc de Clarence n'a-t-il pas meilleur goût que les bourbes de la Seine? Quand nous tombons noblement sous la table, n'est-ce pas une petite asphyxie périodique? Si la patrouille nous ramasse en restant étendus sur les lits froids des corps de garde, ne jouissons-nous pas des plaisirs de la morgue? Moins les ventres enflés, turgides, bleus, verts, plus l'intelligence de la crise? Ah, reprit-il, ce long suicide n'est pas une mort d'épicier en faillite. Les négociants ont déshonoré la rivière, ils se jettent à l'eau pour attendrir leurs créanciers. À ta place, je tâcherai de mourir avec élégance. Si tu veux créer un nouveau genre de mort en te débattant ainsi contre la vie, je suis ton second. Je m'ennuie, je suis désappointé. L'Alsacienne qu'on m'a proposée pour femme a 6 doigts au pied gauche. Je ne puis pas vivre avec une femme qui a 6 doigts. Cela ne saurait, je deviendrais ridicule. Elle n'a que 18 000 francs de rente, sa fortune diminue et ses doigts augmentent. Au diable! En menant une vie enragée, peut-être trouverons-nous le bonheur par hasard. Rastignac m'entraîna. Ce projet faisait briller de trop fortes séductions. Il rallumait trop d'espérance. Enfin, il avait une couleur trop poétique pour ne pas plaire à un poète. « Et de l'argent, lui dis-je. N'as-tu pas 450 francs? Oui, mais je dois à mon tailleur, à mon hôtesse. Tu paies ton tailleur. Tu ne seras jamais rien, pas même ministre. Mais que pouvons-nous avec 20 louis? Aller au jeu. Je frissonnai. Ah, reprit-il en s'apercevant de ma pruderie. Tu veux te lancer dans ce que je nomme le système dissipationnel et tu as peur d'un tapis vert. Écoute, lui répondis-je,
J'ai promis à mon père de ne jamais mettre le pied dans une maison de jeu. Non seulement cette promesse est sacrée, mais encore j'éprouve une horreur invincible en passant devant un tripot. Prends mes 100 écus et vas-y seul. Pendant que tu risqueras notre fortune, j'irai mettre mes affaires en ordre, et reviendrai t'attendre chez toi. Voilà, mon cher, comment je me perdis. Il suffit à un jeune homme de rencontrer une femme qui ne l'aime pas, ou une femme qui l'aime trop, pour que toute sa vie soit dérangée. Le bonheur engloutit nos forces, comme le malheur éteint nos vertus. Revenu à mon hôtel Saint-Quentin, je contemplai longtemps la mansarde où j'avais mené la chaste vie d'un savant, une vie qui peut-être aurait été honorable, longue, et que je n'aurais pas dû quitter pour la vie passionnée qui m'entraînait dans un gouffre. Pauline me surprit dans une attitude mélancolique. « Eh bien, qu'avez-vous » dit-elle. Je me levai froidement et comptai l'argent que je devais à sa mère en y ajoutant le prix de mon loyer pour 6 mois. Elle m'examina avec une sorte de terreur. « Je vous quitte, ma chère Pauline. »« Je l'ai deviné, » s'écria-t-elle. « Écoutez, mon enfant, je ne renonce pas à venir ici. Gardez-moi ma cellule pendant une demi-année. Si je ne suis pas de retour vers le 15 novembre, vous hériterez de moi. Ce manuscrit cacheté, dis-je en lui montrant un paquet de papier, est la copie de mon grand ouvrage sur la volonté. Vous le déposerez à la bibliothèque du roi. Quant à tout ce que je laisse ici, vous en ferez ce que vous voudrez. » Elle me jetait des regards qui pesaient sur mon cœur. Pauline était là comme une conscience vivante. « Je n'aurai plus de leçons » dit-elle en me montrant le piano. Je ne répondis pas. « M'écrirez-vous » ? Adieu, Pauline. Je l'attirai doucement à moi, puis sur son front d'amour, vierge comme la neige qui n'a pas touché terre, je mis un baiser de frère, un baiser de vieillard. Elle se sauva. Je ne voulus pas voir Madame Gaudin. Je mis ma clé à sa place habituelle et partis. En quittant la rue de Cluny, j'entendis derrière moi le pas léger d'une femme. « Je vous avais brodé cette bourse. La refuserez-vous aussi » me dit Pauline. Je crus apercevoir à la lueur du réverbère une larme dans les yeux de Pauline, et je soupirai. Poussés tous deux par la même pensée peut-être, nous nous séparâmes avec l'empressement de gens qui auraient voulu fuir la peste. La vie de dissipation à laquelle je me vouais apparut devant moi bizarrement exprimée par la chambre où j'attendais avec une noble insouciance le retour de Rastignac. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause, chers amis. Je vois que vous êtes plusieurs à être passés, ça me fait plaisir. Du coup, il y a Coab qui est passé. Je sais pas s'il faut dire Coab, Coabé, bref. En tout cas, merci d'être passé. Si tu m'entends plus, yes. Mais merci de passer, ça fait plaisir. Merci Princess Crow d'être passé également. Et bonsoir, bienvenue Jumpy, bienvenue sur ce live. C'est vrai que c'est toujours dérangeant. C'est toujours un petit peu frustrant pour moi parce que pendant que je lis, je veux pas m'interrompre pour que la lecture soit vraiment fluide, vraiment claire et compréhensible plutôt, pardon. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que pendant que je suis en train de lire, je vois des pseudos popper et des messages popper dans le chat. Et je suis en mode, putain, j'ai envie de vous répondre, mais en même temps, je peux pas m'arrêter en plein milieu, ça n'aurait aucun sens. Donc, bref. En tout cas, Coab, t'as une voix toute douce et super agréable. Je bouge petit humain, mais franchement, tu maîtrises très bien la lecture à haute voix. Bravo. Merci Coab, c'est très gentil, très gentil. Ça me fait extrêmement plaisir ce genre de commentaires sur ma manière de lire. Ça, en vrai, c'est trop con, mais ça me met tellement bien. Genre quand j'ai des commentaires sur ça sur YouTube, je suis en mode, ah les gars, arrêtez, oh là là, je vais rougir. Non, ouais, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Surtout que je suis du genre à beaucoup me remettre en question et du coup parfois à perdre totalement mes moyens et à me dire oh, je suis en train de faire une lecture catastrophique ce soir. Donc quand vous me confortez dans l'idée que non, ce n'était pas catastrophique, ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, je vois également, malheureusement ça s'est pas affiché, j'espère que ce bug sera réglé pour le prochain live. Attendez, je vais essayer de relancer, ça me paraît bizarre mais... Ouais, non, ça marche pas. Bon. Attendez. Je tente des manipulations quand même. Ça me fait vraiment chier que la barre des follow et l'animation de follow ne fonctionnent pas ce soir. Je sais pas ce qui se passe.
En tout cas, Kowabe qui nous a follow. Bon, là, ça a écrit Anonymous. Yes, génial. Doit y avoir un bug avec le site ou moi qui suis mal raccordé, je sais pas trop. En tout cas, merci pour le follow Kowabe, ça fait plaisir. Et du coup, je sais pas ce que vous dites de ce début de lecture de ce soir, mais je trouve ça vachement cool. Vachement cool, je m'attendais pas forcément à ce que ça parte comme ça en fait. C'est ça qui est bien. C'est que je m'attendais à ce qu'il y ait un gros coup d'éclat entre guillemets. Je m'attendais à ce qui est peut-être il en parle par moment et d'ailleurs c'est un peu malaise quand il en parle, mais il parle parfois un petit peu du fait qu'il aurait presque pu la tuer quoi, d'amour entre guillemets pour l'avoir à lui seul, donc voilà, il est quand même à un niveau très haut. Et du coup je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un coup d'éclat, genre une grosse dispute entre Fedora et Raphaël, ou je sais pas, quelque chose de un gros choc, voilà, quelque chose qui pète quoi. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça, et je trouve ça très intéressant en fait la manière dont ça s'est passé. C'est vraiment Raphaël qui, de lui-même, entre guillemets, s'est fait une raison. Et malgré qu'il ne semble pas très raisonnable dans certains de ses propos, notamment quand il parle d'assassinat, ou notamment quand il dit à Fedora qu'il est, qu'entre guillemets, elle lui fait plein de mal et que il aimerait qu'elle lui appartienne, ce qui est pas très cool en soi, je trouve. Même si bon, c'était aussi une manière de parler, on va dire, classique de l'amour à l'époque. Mais voilà, ça peut paraître beaucoup et ça peut paraître pas très approprié et un peu gênant. Bah, je sais pas, je trouve pas le mot, mais un peu disproportionné. Mais malgré ça, bah, bizarrement, il est raisonnable et il a réussi à se raisonner, il a réussi à se dire, ouais, bah non, j'ai très bien compris qu'il y avait aucune possibilité entre nous, j'ai très bien compris votre manière de penser et j'ai très bien compris qu'on n'était pas compatibles et qu'on le serait pas de toute manière. Donc je préfère prendre mes distances parce que je vais en souffrir, etc., etc. Et que surtout, ce qui est pour le coup assez noble, je ne veux pas vous infliger ça et vous faire souffrir. Donc ouais, c'est vachement intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas eu besoin de paroxysme entre guillemets. Il n'y a pas eu besoin d'un grand événement pour qu'il y ait ce changement. C'est de lui-même qu'il s'est raisonné quasiment. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Même si bon, il a fait un truc creepy quand même, hein. Regarder une femme dormir cachée derrière un rideau alors qu'elle n'est pas au courant. Bon, c'est moyen quand même. mais ouais, sinon, c'est assez intéressant la tournure qu'a pris toute cette histoire jusqu'à présent. Et je trouve ça, ouais, je sais pas, toutes les remarques qui se font sur l'amour, sur les relations où les deux personnes ne veulent pas la même chose, euh, sur aussi le suicide, c'est vrai que c'est un thème récurrent au final depuis le début. De toute manière, c'est ce que Raphaël voulait nous dire, pardon, enfin voulait raconter à son interlocuteur par son monologue. C'était les raisons de ses envies de suicide. Et du coup, ouais, c'est des thèmes forts et importants, compliqués, mais qui sont traités d'une manière intéressante. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de tabou, on n'en parle pas à demi-mot en mode ouh là là, on va parler de tel sujet, c'est grave. C'est. On en parle franchement, même si c'est plein de pathos, c'est plein de désespoir, on en parle franchement. Et je trouve ça plus intéressant et je trouve que ça donne une caractérisation du personnage vachement profonde et vachement intéressante. Par certains aspects, on peut trouver Raphaël comme un personnage un peu répugnant, entre guillemets, dans le sens où. Enfin, pas répugnant non plus, mais voilà. Disons. Un peu étrange, comme le fait qu'il se cache derrière des rideaux pour observer une femme dans son sommeil. Mais par d'autres aspects, on peut avoir une sorte d'empathie pour lui et se dire ah, il dit le grand amour et en même temps c'est tragique et parce que bah c'est pas un amour réciproque. Enfin ouais, je trouve il y a plein de choses très intéressantes. On peut quand même se sentir complice du personnage malgré tout. Alors, paradoxalement, j'ai du mal à me concentrer sur les lectures de romans que sur
Ah oui, j'ai plus de mal à me concentrer sur les lectures de romans que sur les textes plus compliqués. Alors que je trouve les deux tout autant intéressants. Ah ouais, c'est marrant, Jumpy. Bah, après, je peux comprendre aussi parce que dans les romans, de manière générale, alors c'est pas tous les auteurs qui écrivent de cette façon, mais il y a quand même vachement de broderie, on va dire. C'est-à-dire que dans les romans, faut accepter, entre guillemets, le fait qu'il y ait de l'emballage, qu'il y ait du remplissage, qu'il y ait tout ce genre de choses, ce qui est par exemple décrié pour pas mal de gens, comme je le disais dans les lives précédents. Beaucoup de gens trouvent que Balzac fait trop de descriptions lourdes et longues, et que c'est inintéressant. Mais, euh, mais moi je trouve ça très digeste pour le coup. Mais en tout cas, ça fait partie du package du roman bien souvent, qui est plus d'informations qu'on en ait besoin, entre guillemets. Et du coup, c'est peut-être par là parfois que c'est un petit peu. euh, comment. Doucereux. Genre dans le sens parfois. Pas ça va nous endormir, mais on va se laisser porter sans trop écouter parce que ça va quelque part, mais ça y va en prenant des chemins sinueux, etc. quoi. C'est peut-être moins clair que quand on faisait des textes de philosophie en live ou des poésies où là, bah, ça va direct à la chose, quoi. Donc je peux comprendre, Jumpy, que t'aies plus de mal à te concentrer sur un roman que sur des textes plus compliqués. Même si c'est vrai que je pense que le roman passe mieux en live que des textes philosophiques, etc. Mais bon, on en fera quand même dans le futur parce que c'est kiffant aussi de varier les plaisirs. Mais là, c'est vrai que moi, je dois avouer que ça me fait très plaisir de revenir au roman. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'en avait pas fait. Et en plus, un peu plus long, quoi. Ça faisait depuis. Je pense que ça faisait depuis Crime et Châtiment qu'on n'avait pas lu un vrai bon roman. Enfin, bon roman en taille, je veux dire, quoi. Et du coup, on arrive très très proche de la fin de cette deuxième partie. Euh, on est. Ah, quoique très très proche, on est encore à 20 pages. Pas tant proche que ça. Du coup, je pense qu'on va en avoir encore pour une bonne quarantaine de minutes de lecture. Par contre, j'avoue que j'appréhende un petit peu parce que j'ai la gorge un petit peu sèche et qui me fait un petit peu mal depuis quelques jours. Je commence à avoir fait trop de live à la suite, je crois. Je commence à être un petit peu fatigué, faudrait que je prenne une pause de quelques jours pour me reposer la voix. Enfin bref, je vais essayer de tout donner pour ces 20 dernières pages, que ce soit compréhensible et agréable à vos oreilles. Et j'ai bien hâte de découvrir ce qu'il va arriver à Raphaël. Donc on est parti sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je suis un bol, je sais pas si tu es toujours parmi nous, tiens, mais bonne écoute, je suis un bol au cas où. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre. Et bonne écoute à tous ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Je sais pas où reprendre. Voilà. Bah, je vais reprendre une phrase en arrière pour encore une fois rattacher les wagons. Bref, à tout à l'heure. La femme sans cœur, suite et fin. La vie de dissipation à laquelle je me vouais apparut devant moi bizarrement exprimée par la chambre, où j'attendais avec une noble insouciance le retour de Rastignac. Au milieu de la cheminée s'élevait une pendule surmontée d'une Vénus accroupie sur sa tortue, et qui tenait entre ses bras un cigare à demi consumé. Des meubles élégants, présents de l'amour, étaient épars. Des vieilles chaussettes traînaient sur un voluptueux divan. Le confortable fauteuil à ressort dans lequel j'étais plongé portait des cicatrices comme un vieux soldat. Il offrait au regard ses bras déchirés et montrait incrusté sur son dossier la pommade et l'huile antique apportées par toutes les têtes d'amis. L'opulence et la misère s'accouplaient naïvement dans le lit, sur les murs, partout. Vous eussiez dit les palais de Naples bordés de Lazzaroni. C'était une chambre de joueurs ou de mauvais sujets, dont le luxe est tout personnel, qui vit de sensations, et des incohérences ne se soucie guère. Ce tableau ne manquait pas d'ailleurs de poésie. La vie s'y dressait avec ses paillettes et ses haillons, soudaine, incomplète comme elle est réellement, mais vive, mais fantasque, comme dans une halte où le maraudeur a pillé tout ce qui fait sa joie. Un Byron auquel manquaient des pages avait allumé la falourde du jeune homme qui risquait au jeu 1000 francs et n'a pas une bûche, qui court en Tilbury sans posséder une chemise saine et valide. Le lendemain, une comtesse, une actrice ou l'écarté lui donnent un trousseau de roi.
Ici, la bougie était fichée dans le fourreau vert d'un briquet phosphorique. Là, gisait un portrait de femme dépouillé de sa monture d'or ciselée. Comment un jeune homme naturellement avide d'émotions renoncerait-il aux attraits d'une vie aussi riche d'opposition, et qui lui donne les plaisirs de la guerre en temps de paix? J'étais presque assoupi quand, d'un coup de pied, Rastignac enfonça la porte de sa chambre et s'écria « Victoire! Nous pourrons mourir à notre aise !» Il me montra son chapeau plein d'or, le mit sur la table, et nous dansâmes autour comme deux cannibales ayant une proie à manger, hurlant, trépignant, sautant, nous donnant des coups de poing à tuer un rhinocéros, et chantant à l'aspect de tous les plaisirs du monde contenus pour nous dans ce chapeau. 27 000 francs, répétait Rastignac en ajoutant quelques billets de banque au tas d'or. À d'autres, cet argent suffirait pour vivre, mais nous suffira-t-il pour mourir? Oh oui, nous expirerons dans un bain d'or, hurrah! Et nous cabriolâmes de rechef. Nous partageâmes en héritier, pièce à pièce, commençant par les doubles Napoléons, allant des grosses pièces aux petites, et distillant notre joie en disant longtemps « À toi, à moi ». « Nous ne dormirons pas, s'écria Rastignac. Joseph, du punch !» Il jeta de l'or à son fidèle domestique. Voilà ta part, dit-il. Enterre-toi si tu peux. Le lendemain, j'achetai des meubles chez le sage. Je louai l'appartement où tu m'as connu, rue Thébout, et chargeai le meilleur tapissier de le décorer. J'eus des chevaux. Je me lançai dans un tourbillon de plaisirs creux et réels tout à la fois. Je jouais, gagnais et perdais tour à tour d'énormes sommes, mais au bal, chez nos amis, jamais dans les maisons de jeu pour lesquelles je conservais ma sainte et primitive horreur. Insensiblement, je me fis des amis. Je dus leur attachement à des querelles ou à cette facilité confiante avec laquelle nous nous livrons nos secrets en nous avilissant de compagnie. Mais peut-être aussi ne nous accrochons-nous bien que par nos vices. Je hasardai quelques compositions littéraires qui me valurent des compliments. Les grands hommes de la littérature marchande, ne voyant point en moi de rival à craindre, me vantèrent, moins sans doute pour mon mérite personnel que pour chagriner celui de leurs camarades. Je devins un viveur, pour me servir de l'expression pittoresque consacrée par votre langage d'orgie. Je mettais de l'amour-propre à me tuer promptement, à écraser les plus gais compagnons par ma verve et par ma puissance. J'étais toujours frais, élégant, je passais pour spirituel. Rien ne trahissait en moi cette épouvantable existence qui fait d'un homme un entonnoir, un appareil Achille, un cheval de luxe. Bientôt la débauche m'apparut dans toute la majesté de son horreur, et je la compris. Certes, les hommes sages et rangés, qui étiquettent des bouteilles pour leurs héritiers, ne peuvent guère concevoir ni la théorie de cette large vie, ni son état normal. En inculquerez-vous la poésie aux gens de province pour qui l'opium et le thé, si prodigues de délices, ne sont encore que de médicaments? À Paris même, dans cette capitale de la pensée, ne se rencontre-t-il pas des sybarites incomplets? Inhabiles à supporter l'excès du plaisir, ne s'en vont-ils pas fatigués après une orgie, comme le sont ces bons bourgeois qui, après avoir entendu quelque nouvel opéra de Rossini, condamnent la musique? Ne renonce-t-il pas à cette vie, comme un homme sobre ne veut plus manger de pâté de Ruffec, parce que le premier lui a donné une indigestion? La débauche est certainement un art, comme la poésie, et veut des âmes fortes. Pour en saisir les mystères, pour en savourer les beautés, un homme doit en quelque sorte s'adonner à de consciencieuses études. Comme toutes les sciences, elle est d'abord repoussante, épineuse. D'immenses obstacles environnent les grands plaisirs de l'homme, non ses jouissances de détail, mais les systèmes qui érigent en habitude ses sensations les plus rares, les résument, les lui fertilisent en lui, créant une vie dramatique dans sa vie, en nécessitant une exorbitante, une prompte dissipation de ses forces. La guerre, le pouvoir, les arts sont des corruptions mises au loin de la portée humaine, aussi profondes que l'est la débauche, et toutes sont de difficiles accès. Mais quand une fois l'homme est monté à l'assaut de ces grands mystères, ne marche-t-il pas dans un monde nouveau? Les généraux, les ministres, les artistes sont tous plus ou moins portés vers la dissolution par le besoin d'opposer de violentes distractions à leur existence si fort en dehors de la vie commune. Après tout, la guerre est la débauche du sang, comme la politique est celle des intérêts. Tous les excès sont frères. Ces monstruosités sociales possèdent la puissance des abîmes. Elles nous attirent comme sainte Hélène appelait Napoléon. Elles donnent des vertiges, elles fascinent, et nous voulons en voir le fond sans savoir pourquoi. La pensée de l'infini existe peut-être dans ces précipices. Peut-être renferme-t-il quelque grande flatterie pour l'homme. N'intéresse-t-il pas alors tout à lui-même? Pour contraster avec le paradis de ces heures studieuses, avec les délices de la conception, l'artiste fatigué demande, soit comme Dieu le repos du dimanche, soit comme le diable les voluptés de l'enfer, afin d'opposer le travail des sens au travail de ses facultés.
Le délassement de Lord Byron ne pouvait pas être le Boston babillard qui charme un rentier. Poète, il voulait la Grèce à jouer contre Mahmoud. En guerre, l'homme ne devient-il pas un ange exterminateur, une espèce de bourreau, mais gigantesque? Ne faut-il pas des enchantements bien extraordinaires pour nous faire accepter ces atroces douleurs, ennemies de notre frêle enveloppe, qui entoure les passions comme d'une enceinte épineuse? S'il se roule convulsivement et souffre d'une sorte d'angoisse après avoir abusé du tabac, le fumeur n'a-t-il pas assisté je ne sais en quelles régions à de délicieuses fêtes? Sans se donner le temps d'essuyer ses pieds qui trempent dans le sang jusqu'à la cheville, l'Europe n'a-t-elle pas sans cesse recommencé la guerre? L'homme en masse a-t-il donc aussi son ivresse, comme la nature a ses accès d'amour? Pour l'homme privé, pour le Mirabeau qui végète sous un règne paisible et rêve des tempêtes, la débauche comprend tout. Elle est une perpétuelle étreinte de toute la vie, ou mieux, un duel, avec une puissance inconnue, avec un monstre. D'abord, le monstre épouvante, il faut l'attaquer par les cornes, c'est des fatigues inouïes. La nature vous a donné je ne sais quel estomac étroit ou paresseux? Vous le domptez, vous l'élargissez, vous apprenez à porter le vin, vous apprivoisez l'ivresse, vous passez les nuits sans sommeil, vous vous faites enfin un tempérament de colonel de cuirassier, en vous créant vous-même une seconde fois, comme pour fronder Dieu. Quand l'homme s'est ainsi métamorphosé, quand vieux soldat, le néophyte a façonné son âme à l'artillerie, ses jambes à la marche, sans encore appartenir au monstre, mais sans savoir entre eux quel est le maître, ils se roulent l'un sur l'autre, tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, dans une sphère où tout est merveilleux, où s'endorment les douleurs de l'âme, où revivent seulement des fantômes d'idées. Déjà cette lutte atroce est devenue nécessaire, et réalisant ces fabuleux personnages qui, selon les légendes, ont vendu leur âme au diable pour en obtenir la puissance de mal faire, le dissipateur a troqué sa mort contre toutes les jouissances de la vie, mais abondantes, mais fécondes, au lieu de couler longtemps entre deux rives monotones, au fond d'un comptoir ou d'une étude, l'existence bouillonne et fuit comme un torrent. Enfin la débauche est sans doute au corps ce que sont à l'âme les plaisirs mystiques. L'ivresse vous plonge en des rêves dont les fantasmagories sont aussi curieuses que peuvent l'être celles de l'extase. Vous avez des heures ravissantes comme les caprices d'une jeune fille, des causeries délicieuses avec des amis, des mots qui peignent toute une vie, des joies franches et sans arrière-pensée, des voyages sans fatigue, des poèmes déroulés en quelques phrases. La brutale satisfaction de la bête au fond de laquelle la science a été chercher une âme est suivie de torpeurs enchanteresses, après lesquelles soupirent les hommes ennuyés de leur intelligence. Ne sentent-ils pas tous la nécessité d'un repos complet? Et la débauche n'est-elle pas une sorte d'impôt que le génie paie au mal? Vois tous les grands hommes. S'ils ne sont pas voluptueux, la nature les crée chétifs. Moqueuses ou jalouses, une puissance leur vicie l'âme, ou le corps, pour neutraliser les efforts de leur talent. Pendant ces heures avinées, les hommes et les choses comparaissent devant vous, vêtus de vos livrées. Roi de la création, vous la transformez à vos souhaits. À travers ce délire perpétuel, le jeu vous verse à votre gré son plomb fondu dans les veines. Un jour, vous appartenez au monstre, vous avez alors, comme je lus, un réveil enragé. L'impuissance est assise à votre chevet. Vieux guerrier, une phtisie vous dévore. Diplomate, un anévrisme suspend dans votre cœur la mort à un fil. Moi, peut-être une pulmonie va me dire « Partons », comme elle a dit jadis à Raphaël d'Urbain, tué par un excès d'amour. Voilà comment j'ai vécu. J'arrivais ou trop tôt ou trop tard dans la vie du monde, sans doute ma force y eût été dangereuse si je ne l'avais amortie ainsi. L'univers n'a-t-il pas été guéri d'Alexandre par la coupe d'Hercule à la fin d'une orgie? Enfin, à certaines destinées, trompées, il faut le ciel ou l'enfer, la débauche ou l'hospice du Mont-Saint-Bernard. Tout à l'heure, je n'avais pas le courage de moraliser ces deux créatures, dit-il en montrant Euphrasie et Aquilina. N'était-elle pas mon histoire personnifiée, une image de ma vie? Je ne pouvais guère les accuser, elles m'apparaissaient comme des juges. Au milieu de ce poème vivant, au sein de cette étourdissante maladie, j'eus cependant deux crises bien fertiles en âcre douleur. D'abord, quelques jours après m'être jeté comme Sardanapale dans mon bûcher, je rencontrai Fédora sous le péristyle des bouffons. Nous attendions nos voitures. Ah, je vous retrouve encore en vie. Ce mot était la traduction de son sourire, des malicieuses et sourdes paroles qu'elle dit à son Sigisbée en lui racontant sans doute mon histoire et jugeant mon amour comme un amour vulgaire. Elle applaudissait à sa fausse perspicacité. Oh, mourir pour elle, l'adorer encore, la voir dans mes excès, dans mes ivresses, dans le lit des courtisanes, et me sentir victime de sa plaisanterie. Ne pouvoir déchirer ma poitrine et y fouiller mon amour pour le jeter à ses pieds. Enfin, j'épuisai facilement mon trésor.
Mes 3 années de régime m'avaient constitué la plus robuste de toutes les santé, et le jour où je me trouvais sans argent, je me portais à merveille. Pour continuer de mourir, je signai des lettres de change à courte échéance, et le jour du paiement arriva. Cruelles émotions, et comme elles font vivre de jeunes cœurs. Je n'étais pas fait pour vieillir encore. Mon âme était toujours jeune, vivace et verte. Ma première dette ranima toutes mes vertus qui vinrent à pas lents et m'apparurent désolées. Je sus transiger avec elles comme avec ces vieilles tantes qui commencent par nous gronder et finissent en nous donnant des larmes et de l'argent. Plus sévère, mon imagination me montrait mon nom voyageant, de ville en ville, dans les places de l'Europe. Notre nom, c'est nous-mêmes, a dit Eusèbe Salvert. Après des courses vagabondes, j'allais comme le double d'un Allemand revenir à mon logis d'où je n'étais pas sorti, pour me réveiller moi-même en sursaut. Ces hommes de la banque, ces remords commerciaux, vêtus de gris portant la livrée de leur maître, une plaque d'argent, jadis je les voyais avec indifférence quand ils allaient par les rues de Paris. Mais aujourd'hui, je les haïssais par avance. Un matin, l'un d'eux ne viendrait-il pas me demander raison des 11 lettres de change que j'avais griffonnées? Ma signature valait 3000 francs. Je ne les valais pas moi-même. Les huissiers aux faces insouciantes à tous les espoirs, même à la mort, se levaient devant moi, comme les bourreaux qui disent à un condamné « Voici 3 heures et demie qui sonnent ». Leurs clercs avaient le droit de s'emparer de moi, de griffonner mon nom, de le salir, de s'en moquer. Je devais devoir. Est-ce donc s'appartenir? D'autres hommes ne pouvaient-ils pas me demander compte de ma vie? Pourquoi j'avais mangé des puddings à la chipolata? Pourquoi je buvais à la glace? Pourquoi je dormais, marchais, pensais, m'amusais sans les payer? Au milieu d'une poésie, au sein d'une idée, ou à déjeuner entouré d'amis, de joie, de douce raillerie, je pouvais voir entrer un monsieur en habit marron, tenant à la main un chapeau râpé. Ce monsieur sera ma dette, ce sera ma lettre de change, un spectre qui flétrira ma joie, me forcera de quitter la table pour lui parler. Il m'enlèvera ma gaieté, ma maîtresse, tout jusqu'à mon lit. Le remords est plus tolérable. Il ne nous met ni dans la rue ni à Sainte-Pélagie. Il ne nous plonge pas dans cette exécrable sentine du vice. Il ne nous jette qu'à l'échafaud où le bourreau anoblit. Au moment de notre supplice, tout le monde croit à notre innocence, tandis que la société ne laisse pas une vertu au débauché sans argent. Puis ces dettes à 2 pattes, habillées de drap vert, portant des lunettes bleues ou des parapluies multicolores, ces dettes incarnées avec lesquelles nous nous trouvons face à face au coin d'une rue, au moment où nous sourions, ces gens allaient avoir l'horrible privilège de dire « Monsieur de Valentin me doit et ne me paie pas. Je le tiens. Ah, qu'il n'ait pas l'air de me faire mauvaise mine. » Il faut saluer nos créanciers, les saluer avec grâce. « Quand me paierez-vous » disent-ils. Et nous sommes dans l'obligation de mentir, d'implorer un autre homme pour de l'argent, de nous courber devant un sot assis sur sa caisse, de recevoir son froid regard, son regard de sangsue plus odieux qu'un soufflet, de subir sa morale de barème et sa crasse ignorance. Une dette est une œuvre d'imagination qu'ils ne comprennent pas. Des élans de l'âme entraînent, subjuguent souvent un emprunteur, tandis que rien de grand ne subjugue, rien de généreux ne guide ceux qui vivent dans l'argent et ne connaissent que l'argent. J'avais horreur de l'argent. Enfin, la lettre de change peut se métamorphoser en vieillard chargé de famille flanqué de vertu. Je devrais peut-être à un vivant tableau de Greuze, à un paralytique environné d'enfants, à la veuve d'un soldat, qui tous me tendront des mains suppliantes. Terribles créanciers avec lesquels il faut pleurer, et quand nous les avons payés, nous leur devons encore des secours. La veille de l'échéance, je m'étais couché dans ce calme faux des gens qui dorment avant leur exécution, avant un duel. Ils se laissent toujours bercer par une menteuse espérance. Mais en me réveillant, quand je fus de sang-froid, quand je sentis mon âme emprisonnée dans le portefeuille d'un banquier, couchée sur des états écrites à l'encre rouge, mes dettes jaillirent partout comme des sauterelles. Elles étaient dans ma pendule, sur mes fauteuils, ou incrustées dans les meubles desquels je me servais avec le plus de plaisir. Devenue la proie des harpies du Châtelet, ces 12 esclaves matériels allaient donc être enlevés par des recors et brutalement jetés sur la place. Ah, ma dépouille était encore moi-même. La sonnette de mon appartement retentissait dans mon cœur. Elle me frappait où l'on doit frapper les rois, à la tête. C'était un martyr, sans le ciel pour récompense. Oui, pour un homme généreux, une dette est l'enfer, mais l'enfer avec des huissiers et des agents d'affaires. Une dette impayée est la bassesse, un commencement de friponnerie, et puis que tout cela, un mensonge. Elle ébauche des crimes, elle assemble les madriers de l'échafaud. Mes lettres de change furent protestées. 3 jours après, je les payai. Voici comment.
Un spéculateur vint me proposer de lui vendre l'île que je possédais dans la Loire et où était le tombeau de ma mère. J'acceptai. En signant le contrat chez le notaire de mon acquéreur, je sentis au fond de l'étude obscure une fraîcheur semblable à celle d'une cave. Je frissonnai en reconnaissant le même froid humide qui m'avait saisi sur le bord de la fosse où gisait mon père. J'accueillis ce hasard comme un funeste présage. Il me semblait entendre la voix de ma mère et voir son ombre. Je ne sais quelle puissance faisait retentir vaguement mon propre nom dans mon oreille, au milieu d'un bruit de cloche. Le prix de mon île me laissa toute dette payée 2000 francs. Certes, j'eusse pu revenir à la paisible existence du savant, retourner à ma mansarde après avoir expérimenté la vie, y revenir la tête pleine d'observations immenses et jouissant déjà d'une espèce de réputation. Mais Fédora n'avait pas lâché sa proie. Nous nous étions souvent trouvés en présence. Je lui faisais corner mon nom aux oreilles par ces amants étonnés de mon esprit, de mes chevaux, de mes succès, de mes équipages. Elle restait froide et insensible à tout, même à cette horrible phrase. « Il se tue pour vous », dite par Rastignac. Je chargeais le monde entier de ma vengeance, mais je n'étais pas heureux. En creusant ainsi la vie jusqu'à la fange, j'avais toujours senti davantage les délices d'un amour partagé. J'en poursuivais le fantôme à travers les hasards de mes dissipations, au sein des orgies. Pour mon malheur, j'étais trompé dans mes belles croyances. J'étais puni de mes bienfaits par l'ingratitude, récompensé de mes fautes parmi le plaisir. Sinistre philosophie, mais vraie pour la débauche. Enfin, Fédora m'avait communiqué la lèpre de sa vanité. En sondant mon âme, je la trouvais gangrénée, pourrie. Le démon m'avait imprimé son ergot au front. Il m'était désormais impossible de me passer des tressaillements continuels d'une vie à tout moment risquée et des exécrables raffinements de la richesse. Riche à millions, j'aurais toujours joué, mangé, couru. Je ne voulais plus rester seul avec moi-même. J'avais besoin de courtisanes, de faux amis, de vin, de bonne chair pour m'étourdir. Les liens qui attachent un homme à la famille étaient brisés en moi pour toujours. Galérien du plaisir, je devais accomplir ma destinée de suicide. Pendant les derniers jours de ma fortune, je fis chaque jour des excès incroyables, mais chaque matin, la mort me rejetait dans la vie. Semblable à un rentier viager, j'aurais pu passer tranquillement dans un incendie. Enfin, je me trouvai seul avec une pièce de 20 francs. Je me souvins alors du bonheur de Rastignac. « Hé hé !» s'écria-t-il en pensant tout à coup à son talisman qu'il tira de sa poche. Soit que, fatigué des luttes de cette longue journée, il n'eut plus la force de gouverner son intelligence dans les flots de vins et de punch, soit qu'exaspéré par l'image de sa vie, il se fut insensiblement enivré par le torrent de ses paroles. Raphaël s'anima, s'exalta comme un homme complètement privé de raison. « Au diable la mort !» s'écria-t-il en brandissant la peau. « Je veux vivre maintenant. Je suis riche, j'ai toutes les vertus. Rien ne me résistera. Qui ne serait pas bon quand il peut tout? Ohé, j'ai souhaité 200 000 livres de rente, je les aurai. Saluez-moi, pourceaux qui vous vautrez sur ces tapis comme sur du fumier. Vous m'appartenez, fameuse propriété. Je suis riche, je peux vous acheter tous, même le député qui ronfle là. Allons, canaille de la haute société, bénissez-moi, je suis pape. » En ce moment, les exclamations de Raphaël, jusque-là couvertes par la basse continue des ronflements, furent entendues soudain. La plupart des dormeurs se réveillèrent en criant. Ils virent l'interrupteur mal assuré sur ses jambes et maudirent sa bruyante ivresse par un concert de jurements. « Taisez-vous, reprit Raphaël. « Chien, à vos niches. Émile, j'ai des trésors. Je te donnerai des cigares de la Havane. »« Je t'entends, répondit le poète. Fédora ou la mort. Va ton train. » Cette sucrée de Fédora t'a trompé. Toutes les femmes sont filles d'Ève. Ton histoire n'est pas du tout dramatique. Ah, tu dormais, sournois? Non. Fédora ou la mort, j'y suis. Réveille-toi, s'écria Raphaël en frappant Émile avec la peau de chagrin comme s'il voulait en tirer du fluide électrique. Tonnerre, dit Émile en se levant et en saisissant Raphaël à bras-le-corps. Mon ami, songe donc que tu es avec des femmes de mauvaise vie. Je suis millionnaire. Si tu n'es pas millionnaire, tu es bien certainement ivre. Ivre du pouvoir. Je peux te tuer. Silence, je suis Néron. Je suis Nabucodonosor. Mais, Raphaël, nous sommes en méchante compagnie. Tu devrais rester silencieux par dignité. Ma vie a été un trop long silence. Maintenant, je vais me venger du monde entier. Je ne m'amuserai pas à dissiper de viles écus. J'imiterai, je résumerai mon époque en consommant des vies humaines et des intelligences, des âmes. Voilà un luxe qui n'est pas mesquin. N'est-ce pas l'opulence de la peste? Je lutterai avec la fièvre jaune, bleue, verte, avec les armées, avec les échafauds. Je puis avoir Fédora. Mais non.
Je ne veux pas de Fedora. C'est ma maladie, je meurs de Fedora. Je veux oublier Fedora. Si tu continues à crier, je t'emporte dans la salle à manger. Vois-tu cette peau? C'est le testament de Salomon. Il est à moi, Salomon, ce petit cuistre de roi. J'ai l'Arabie, Pétré encore, l'univers à moi. Tu es à moi si je veux. Ah, si je veux, prends garde. Je peux acheter toute ta boutique de journaliste. Tu seras mon valet. Tu me feras des couplets, tu régleras mon papier. Valet, valet. Cela veut dire il se porte bien parce qu'il ne pense à rien. À ce mot, Émile emporta Raphaël dans la salle à manger. Eh bien, oui, mon ami, lui dit-il, je suis ton valet. Mais tu vas être rédacteur en chef d'un journal. Tais-toi. Sois décent, par considération pour moi. M'aimes-tu? Si je t'aime, tu auras des cigares de la Havane avec cette peau. Toujours la peau, mon ami, la peau souveraine. Excellente au pic, je peux guérir les corps. As-tu des corps? Je te les ôte. Jamais je ne l'ai vu si stupide. Stupide, mon ami? Non, cette peau se rétrécit quand j'ai un désir. C'est une antiphrase. Le Brachman, il se trouve un Brachman là-dessous. Le Brachman donc était un goguenard, parce que les désirs, vois-tu, doivent étendre. Eh bien, oui. Je te dis, oui, cela est très vrai, je pense comme toi, le désir étend. Je te dis la peau, oui, tu ne me crois pas. Je te connais, mon ami, tu es menteur comme un nouveau roi. Comment veux-tu que j'adopte les divagations de ton ivresse? Je te parie, je peux te le prouver. Prenons la mesure. Allons, il ne s'endormira pas, s'écria Émile en voyant Raphaël occupé à fureter dans la salle à manger. Valentin, animé d'une adresse de singe, grâce à cette singulière lucidité dont les phénomènes contrastent parfois chez les ivrognes avec les obtuses visions de l'ivresse, sut trouver une écritoire et une serviette, en répétant toujours « Prenons la mesure, prenons la mesure ». Eh bien oui, reprit Émile, prenons la mesure. Les deux amis étendirent la serviette et y superposèrent la peau de chagrin. Émile, dont la main semblait être plus assurée que celle de Raphaël, décrivit à la plume par une ligne d'encre les contours du talisman, pendant que son ami lui disait « J'ai souhaité 200 000 livres de rente, n'est-il pas vrai? Eh bien quand je les aurai, tu verras la diminution de tout mon chagrin. » Oui, maintenant on dort. Veux-tu que je t'arrange sur ce canapé? Allons, es-tu bien? Oui, mon nourrisson de la presse, tu m'amuseras, tu chasseras mes mouches. L'ami du malheur a droit d'être l'ami du pouvoir. Aussi te donnerai-je des cigares, de lave. Allons, cuve ton or, millionnaire. Toi, cuve tes articles. Bonsoir. Dis donc bonsoir à Nabucodonosor. Amour, à boire. France, gloire, et riche. Riche. Bientôt les deux amis unirent leurs ronflements à la musique qui retentissait dans les salons. Concert inutile. Les bougies s'éteignirent une à une, faisant éclater leurs bobèches de cristal. La nuit enveloppa d'un crêpe cette longue orgie, dans laquelle le récit de Raphaël avait été comme une orgie de paroles, de mots sans idées, et d'idées auxquelles les expressions avaient souvent manqué. Le lendemain, vers midi, la belle Aquilina se leva, bâillant, fatiguée, et les joues marbrées par les empreintes du tabouret en velours peint sur lequel sa tête avait reposé. Euphrasie, réveillée par le mouvement de sa compagne, se dressa tout à coup en jetant un cri rauque. Sa jolie figure, si blanche, si fraîche la veille, était jaune et pâle comme celle d'une fille allant à l'hôpital. Insensiblement, les convives se remuèrent en poussant des gémissements sinistres. Ils se sentirent les bras et les jambes raidis. Mille fatigues diverses les accablèrent à leur réveil. Un valet vint ouvrir les persiennes et les fenêtres des salons. L'assemblée se trouva sur pied, rappelée à la vie par les chauds rayons du soleil qui pétilla sur les têtes des dormeurs. Les mouvements du sommeil ayant brisé l'élégant édifice de leurs coiffures et fané leurs toilettes, les femmes frappées par l'éclat du jour présentèrent un nid de spectacle. Leurs cheveux pendaient sans grâce, leurs physionomies avaient changé d'expression, leurs yeux si brillants étaient ternis par la lassitude. Les teints bilieux qui jettent tant d'éclat aux lumières faisaient horreur, les figures lymphatiques si blanches, si molles quand elles sont reposées, étaient devenues vertes. Les bouches naguère délicieuses et rouges, maintenant sèches et blanches, portaient les honteux stigmates de l'ivresse. Les hommes rognaient leurs maîtresses nocturnes à les voir ainsi décolorées, cadavéreuses comme des fleurs écrasées dans une rue après le passage des processions. Ces hommes dédaigneux étaient plus horribles encore. Vous eussiez frémi de voir ces faces humaines aux yeux caves et cernés, qui semblaient ne rien voir, engourdis par le vin, hébétés par un sommeil gêné, plus fatigant que réparateur. Ces visages hâves où paraissaient à nu les appétits physiques sans la poésie dont les décore notre âme,
avait je ne sais quoi de féroce et de froidement bestial. Ce réveil du vice sans vêtements ni phare, ce squelette du mal déguenillé, froid, vide, et privé des sophismes de l'esprit ou des enchantements du luxe, épouvanta ces intrépides athlètes, quelque habitués qu'ils fussent à lutter avec la débauche. Artistes et courtisanes gardèrent le silence en examinant d'un œil hagard le désordre de l'appartement où tout avait été dévasté, ravagé par le feu des passions. Un rire satanique s'éleva tout à coup lorsque Taillefer, entendant le râle sourd de ses hôtes, essaya de les saluer par une grimace. Son visage en sueur et sanguinolent fit planer sur cette scène infernale l'image du crime sans remords. Voir l'auberge rouge. Le tableau fut complet. C'était la vie fangeuse au sein du luxe, un horrible mélange des pompes et des misères humaines, le réveil de la débauche, quand, de ses mains fortes, elle a pressé tous les fruits de la vie, pour ne laisser autour d'elle que d'ignobles débris ou des mensonges auxquels elle ne croit plus. Vous eussiez dit la mort souriant au milieu d'une famille pestiférée. Plus de parfums ni de lumières étourdissantes, plus de gaieté ni de désir, mais le dégoût, avec ses odeurs nauséabondes et sa poignante philosophie, mais le soleil éclatant comme la vérité, mais un air pur comme la vertu, qui contrastait avec une atmosphère chaude, chargée de miasmes, les miasmes d'une orgie. Malgré leur habitude du vice, plusieurs de ces jeunes filles pensèrent à leur réveil d'autrefois, quand, innocentes et pures, elles entrevoyaient par leurs croisées champêtres ornées de chèvrefeuilles et de roses, un frais paysage enchanté par les joyeuses roulades de l'alouette, vaporeusement illuminé par les lueurs de l'aurore et paré des fantaisies de la rosée. D'autres se peignirent le déjeuner de la famille, la table autour de laquelle riaient innocemment les enfants et le père, où tout respirait un charme indéfinissable, où les mets étaient simples comme les cœurs. Un artiste songeait à la paix de son atelier, à sa chaste statue, au gracieux modèle qui l'attendait. Un jeune homme, se souvenant du procès d'où dépendait le sort d'une famille, pensait à la transaction importante qui réclamait sa présence. Le savant regrettait son cabinet, ou l'appelait un noble ouvrage. Presque tous se plaignaient d'eux-mêmes. En ce moment, Émile, frais et rose comme le plus joli des commis marchands d'une boutique en vogue, apparut en riant. « Vous êtes plus laid que des records, s'écria-t-il. Vous ne pourrez rien faire aujourd'hui. La journée est perdue, mais avis de déjeuner. À ces mots, Taillefer sortit pour donner des ordres. Les femmes allèrent languissamment rétablir le désordre de leur toilette devant les glaces. Chacun se secoua. Les plus vicieux prêchèrent les plus sages. Les courtisanes se moquèrent de ceux qui paraissaient ne pas se trouver de force à continuer ce rude festin. En un moment, ces spectres s'animèrent, formèrent des groupes, s'interrogèrent et sourirent. Quelques valets habiles et lestes remirent promptement les meubles et chaque chose à sa place. Un déjeuner splendide fut servi. Les convives se ruèrent alors dans la salle à manger. Là, si tout porta l'empreinte ineffaçable des excès de la veille, au moins y eut-il trace d'existence et de pensée, comme dans les dernières convulsions d'un mourant. Semblable au convoi du Mardi Gras, la Saturnale était enterrée par des masques fatigués de leur danse, ivres de l'ivresse, et voulant convaincre le plaisir d'impuissance pour ne pas s'avouer la leur. Au moment où cette intrépide assemblée borda la table du capitaliste Cardo, qui la veille avait disparu prudemment après le dîner pour finir son orgie dans le lit conjugal, montra sa figure officieuse sur laquelle errait un doux sourire. Il semblait avoir deviné quelque succession, à déguster, à partager, à inventorier, à grossoyer, une succession pleine d'actes à faire, grosse d'honoraires, aussi juteuse que le filet tremblant dans lequel l'amphitryon plongeait alors son couteau. « Oh, nous allons déjeuner par devant notaire, s'écria de Curcy. « Vous arrivez à propos pour coter et paraffer toutes ces pièces, lui dit le banquier en lui montrant le festin. Il n'y a pas de testament à faire, mais pour des contrats de mariage peut-être, dit le savant qui, pour la première fois depuis un an, s'était supérieurement marié. Oh oh, ah ah. Un instant, répliqua Cardo, assourdi par un cœur de mauvaise plaisanterie. Je viens ici pour affaires sérieuses. J'apporte 6 millions à l'un de vous. Silence profond. Monsieur, dit-il en s'adressant à Raphaël, qui dans ce moment s'occupait sans cérémonie à s'essuyer les yeux avec un coin de sa serviette. Madame votre mère n'était-elle pas une demoiselle O'Flaherty? Oui, répondit Raphaël assez machinalement. Barbe Marie. Avez-vous ici, reprit Cardo, votre acte de naissance et celui de Madame de Valentin? Je le crois. Eh bien, monsieur, vous êtes seul et unique héritier du major O'Flaherty, décédé en août 1828 à Calcutta. C'est une fortune incalculable.
s'écria le jugeur. Le major ayant disposé par son testament de plusieurs sommes en faveur de quelques établissements publics, sa succession a été réclamée à la Compagnie des Indes par le gouvernement français, reprit le notaire. Elle est en ce moment liquide et palpable. Depuis 15 jours, je cherchais infructueusement les ayants cause de la demoiselle Barbe Marie O'Flaherty, lorsque hier à table. En ce moment, Raphaël se leva soudain en laissant échapper le mouvement brusque d'un homme qui reçoit une blessure. Il se fit comme une acclamation silencieuse. Le premier sentiment des convives fut dicté par une sourde envie. Tous les yeux se tournèrent vers lui comme autant de flammes. Puis un murmure, semblable à celui d'un parterre qui se courrouce. Une rumeur d'émeute commença, grossit, et chacun dit un mot pour saluer cette fortune immense apportée par le notaire. Rendu à toute sa raison par la brusque obéissance du sort, Raphaël étendit promptement sur la table la serviette avec laquelle il avait mesuré naguère la peau de chagrin. Sans rien écouter, il y superposa le talisman et frissonna violemment en voyant une petite distance entre le contour tracé sur le linge et celui de la peau. « Eh bien, qu'a-t-il donc » s'écria Taillefer. « Il a sa fortune à bon compte. »« Soutiens-le, Châtillon, dit Bixiou à Émile. La joie voit le tuer. » Une horrible pâleur dessina tous les muscles de la figure flétrie de cet héritier. Ses traits se contractèrent, les saillies de son visage blanchirent. Les creux devinrent sombres, le masque fut livide et les yeux se fixèrent. Il voyait la mort. Ce banquier splendide, entouré de courtisanes fanées, de visages rassasiés, cette agonie de la joie, était une vivante image de sa vie. Raphaël regarda 3 fois le talisman qui jouait à l'aise dans les impitoyables lignes imprimées sur la serviette. Il essayait de douter. Mais un clair pressentiment anéantissait son incrédulité. Le monde lui appartenait. Il pouvait tout, il ne voulait plus rien. Comme un voyageur au milieu du désert, il avait un peu d'eau pour la soif et devait mesurer sa vie au nombre des gorgées. Il voyait ce que chaque désir devait lui coûter de jours. Puis il croyait à la peau de chagrin. Il s'écoutait respirer. Il se sentait déjà malade. Il se demandait « Ne suis-je pas pulmonique ? Ma mère n'est-elle pas morte de la poitrine ?» « Ah ah, Raphaël, vous allez bien vous amuser. Que me donnerez-vous » disait Aquilina. « Buvons à la mort de son oncle, le major Martin O'Flaherty. Voilà un homme. Il sera pair de France. »« Bah, qu'est-ce qu'un pair de France après juillet ?» dit le jugeur. « Auras-tu l'auge au bouffon ? J'espère que vous nous régalerez tous, dit Bixiou. Un homme comme lui sait faire grandement les choses, dit Émile. Le hurrah de cette assemblée rieuse résonnait aux oreilles de Valentin sans qu'il pût saisir le sens d'un seul mot. Il pensait vaguement à l'existence mécanique et sans désir d'un paysan de Bretagne, chargé d'enfants, labourant son champ, mangeant du sarrasin, buvant du cidre à même son pichet, croyant à la Vierge et au roi, communiant à Pâques, dansant le dimanche sur une pelouse verte et ne comprenant pas le sermon de son recteur. Le spectacle offert en ce moment à ses regards, ses lambris dorés, ses courtisanes, ce repas, ce luxe, le prenaient à la gorge et le faisaient tousser. « Désirez-vous des asperges » lui cria le banquier. « Je ne désire rien » lui répondit Raphaël d'une voix tonnante. « Bravo » répliqua Taillefer. « Vous comprenez la fortune, elle est un brevet d'impertinence. Vous êtes des nôtres. Messieurs, buvons à la puissance de l'or. Monsieur de Valentin, devenu 6 fois millionnaire, arrive au pouvoir. Il est roi, il peut tout. Il est au-dessus de tout, comme sont tous les riches. Pour lui, désormais, les Français sont égaux devant la loi, est un mensonge inscrit en tête de la charte. Il n'obéira pas aux lois, les lois lui obéiront. Il n'y a pas d'échapeau, pas de bourreau pour les millionnaires. » « Oui, » répliqua Raphaël, « ils sont eux-mêmes leurs bourreaux. »« Encore un préjugé, » cria le banquier. « Buvons, » dit Raphaël en mettant le talisman dans sa poche. « Que fais-tu là » dit Émile en lui arrêtant la main. « Messieurs, » ajouta-t-il en s'adressant à l'assemblée assez surprise des manières de Raphaël, « apprenez que notre ami de Valentin, que dis-je, monsieur le marquis de Valentin, possède un secret pour faire fortune. Ses souhaits sont accomplis au moment même où il les forme, à moins de passer pour un laquais, pour un homme sans cœur. Il va nous enrichir tous. »« Ah, mon petit Raphaël, je veux une parure de perles, » s'écria Euphrasie. « S'il est reconnaissant, il me donnera 2 voitures attelées de beaux chevaux et qui aillent vite, » dit Aquilina. « Souhaitez 100 000 livres de rente pour moi, des cachemires, payez mes dettes, envoie une apoplexie à mon oncle, le grand sec. Raphaël, je te tiens quitte à 10 000 livres de rente. »« Voilà bien des donations, » s'écria le notaire. « Il devrait bien me guérir de la goutte. »« Faites baisser les rentes, » s'écria le banquier. Toutes ces phrases partirent comme les gerbes du bouquet qui termine un feu d'artifice. Ces furieux désirs étaient peut-être plus sérieux que plaisants. « Mon cher ami, dit Émile d'un air grave,
Je me contenterai de 200 000 livres de rente. Exécute-toi de bonne grâce. Allons. Émile, dit Raphaël, tu ne sais donc pas à quel prix? Belle excuse, s'écria le poète. Ne devons-nous pas nous sacrifier pour nos amis? J'ai presque envie de souhaiter votre mort à tous, répondit Valentin, en jetant un regard sombre et profond sur les convives. Les mourants sont furieusement cruels, dit Émile en riant. Te voilà riche, ajouta-t-il sérieusement. Eh bien, je ne te donne pas 2 mois pour devenir fangeusement égoïste. Tu es déjà stupide. Tu ne comprends pas une plaisanterie. Il ne te manque plus que de croire à ta peau de chagrin. Raphaël, qui craignit les moqueries de cette assemblée, garda le silence, but outre mesure, et s'enivra pour oublier un moment sa funeste puissance. Et c'en est terminé de la deuxième partie du roman, c'en est terminé de La femme sans cœur. Nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Désolé, j'ai eu un peu plus de difficultés dans cette seconde partie de lecture. Déjà par le texte, parce qu'on était du coup plus dans le monologue de Raphaël, mais dans le retour au vrai narrateur, entre guillemets, au récit cadre, on va dire, quoi. Donc on était au retour du narrateur legit, et du coup de plusieurs personnages, et vu que là il y avait beaucoup de personnages, et que c'est impossible que je me souvienne de la voix de tous ces personnages, surtout qu'on ne donne pas toujours leur nom quand ils interagissent, j'espère que c'était pas trop compliqué pour vous de suivre, et que vous avez réussi à bien comprendre qui parlait, quand, et qui interagissait avec qui, de quelle manière, etc. Bref. C'était sportif du coup, et en plus, je suis désolé, ça m'arrive hyper souvent en live, et j'ai l'impression d'ailleurs que ça ne m'arrive jamais, enfin non, ça ne m'arrive pas jamais, mais j'ai l'impression qu'en tout cas en live, ça m'arrive particulièrement, donc je sais pas si c'est lié au fait que je parle beaucoup, j'en sais rien, mais parfois ça me démange le nez, c'est insupportable, et du coup quand ça fait ça pendant le live, bah j'ai l'impression d'être distrait et de perdre en qualité de lecture du coup. Donc voilà. Désolé si la qualité de lecture était un peu moins bonne sur cette deuxième partie de lecture. Par contre, j'ai vraiment kiffé le tour que prend cette lecture, cette histoire, puisque ça y est, on a vu tout ce qui s'était passé avec Fedora, qui nous a donné un contexte et une caractérisation du personnage de Raphaël plus qu'autre chose. C'était vraiment en quelque sorte pour cerner un petit peu sa psychologie. Et c'était assez intéressant, je trouve. Et du coup, ensuite, on l'a vu se lancer dans la débauche, gentiment invité par Rastignac dans cette débauche. Et enfin, on est revenu, du coup, au présent, on va dire, avec du coup Rastignac qui parle avec Émile. La fin de la fête un petit peu arrosée, un petit peu avinée. Et du coup, enfin, enfin Raphaël de Valentin, qui comprend son pouvoir. Et là, ça va devenir intéressant, je pense, dans la suite. Ça va devenir de plus en plus intéressant. Parce que dès le début, il a compris que... en gros, il est pas con. C'est quelque chose qui est bien. En général, vous savez, quand il y a un pacte avec le diable, ou quand il y a un pacte un petit peu mystérieux, magique, dans une œuvre, que ce soit bouquin, film, etc., très souvent, le héros se fait dire les désavantages, se fait dire les inconvénients de ce pacte, mais les évite totalement, les occulte totalement, n'en fait pas raison du tout. Et c'est seulement à la toute fin de l'histoire qu'il se rend compte que ah bah non, il faut pas que je fasse le con, faut que je l'utilise de manière raisonnable, etc., etc. Et là, c'est intéressant parce que le personnage, dès le début, comprend que si les vœux se réalisent, ce que lui a dit le vieux en lui donnant la peau de chagrin, à savoir que ça coûtait quelque chose, bah ça va se réaliser aussi. Donc très intéressant, je trouve que dès le début, ils comprennent ça, et que déjà là, ils sont un petit peu dans un état de choc et d'horrification, je pense pas que ça se dise, mais bon,
Voilà, dans un état d'horreur en fait, tout simplement. Yes, le mot que j'ai inventé, n'importe quoi. Et ça, ouais, ce mouvement d'effroi directement, je le trouve très intéressant et j'ai vraiment hâte de voir du coup comment va être la suite et comment il va avoir du coup une interaction avec la vie, les vivants et son entourage. Lui qui a déjà ce background et ce contexte, c'est vachement intéressant je trouve. Déjà là, rien que là, c'est con, hein, mais rien que ça, je trouve ça hyper intéressant. Le délire de tout le monde lui demande un vœu du coup, et lui ça le fait stresser, il est en mode bah non, j'ai limite envie que vous mouriez tous quoi. Et, euh, et Emile qui lui dit mais non, mais c'est une plaisanterie. Enfin, c'est génial, je trouve, que de le mettre, enfin de mettre ce personnage dans cette situation et de voir quelles vont être ensuite les interactions avec son environnement. Donc au final, on est presque seulement au début de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a déjà fait 4 lives, je crois, dessus, mais on sort de la situation initiale et on a eu tout son background et toute la présentation du personnage qui était très cool pour ma part, je trouve que c'était très cool. Et on entre seulement maintenant dans les problématiques et dans les péripéties, parce que ça y est, maintenant il se passe quelque chose qui va changer sa life, entre guillemets, dans un bon ou dans un mauvais dans un bon ou dans un mauvais sens, mais en tout cas des événements qu'il va devoir apprendre à gérer. Donc je suis très impatient de voir la suite. Et la suite aura lieu tout simplement mardi à 21h les amis. On va arrêter ce live ici. Merci à tous ceux qui sont passés, merci Je suis un bol, merci Kowabe, merci Princess Crow, merci Jumpy. Ça m'a fait très plaisir de vous accueillir tous. Encore merci Kowabe pour ton follow. Du coup, récapitulatif, je pense, donc demain on est samedi, je pense que demain, de 13h à 16h, je ferai bien une session de résolution d'énigmes sur The Witness. Je suis pas sûr, mais voilà, surveillez ça sur les réseaux, ça peut arriver. Ensuite, dimanche à 21h, live de découverte sur l'univers de League of Legends, comme d'habitude. Nous lirons une nouvelle liée au champion Azir. Et enfin, mardi, nous poursuivrons la lecture à 21h de La Peau de Chagrin d'Honoré de Balzac avec le début de la 3e partie, l'agonie. Wally Walou. On a tout dit. Encore une fois, un énorme merci. J'espère que pour le prochain live, j'aurai réglé ce bug des follow et des annonces qui pop pas. Bref. Voilà, Walou, j'arrête de me perdre. En fait, c'est ça le truc hein, que je fais tout le temps, c'est que je me perds en paroles interminables et que je sais plus finir. Bref. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye!